Donc, bien sûr, ce remède ne coûte rien, il est disponible, il peut protéger des gens, on rend ça disponible massivement au plus de gens le plus vite possible. C'est une espèce de b.a.-ba de l'intelligence pratique dont nos sociétés ne semblent juste plus capables. Donc moi, j'y vois vraiment une déliquescence éthique, mais aussi vraiment intellectuelle, philosophique de nos civilisations. Et de ce point de vue-là, je dirais que le Covid est un révélateur de nos incohérences, mais des incohérences qui sont fatales. On peut dire dans ce sens, de manière générale, en Suisse comme ailleurs, la comparaison du Covid avec d'autres maladies ou problèmes sanitaires a toujours été très sensible. Les réactions ont été d'emblée violentes. Pourquoi on n'a pas pu comparer le Covid à la grippe saisonnière, à l'influenza? Oui, mais de nouveau, je pense qu'on ne peut pas générer une psychose dans la population et puis s'attendre à ce que les gens pensent de manière raisonnable. Une psychose, c'est quoi? C'est quand il y a des distorsions affectives, donc émotionnelles et cognitives dans la manière de penser, telles qu'on perd le contact avec la réalité. Et là, alors, de nouveau, j'ai dit, le dilemme éthique du Conseil fédéral au début était compliqué, vu qu'il s'agissait malgré tout d'instaurer un certain nombre de mesures dont on pensait qu'elles étaient bonnes à l'époque. Il s'avérait depuis que ce n'étaient pas les bonnes. Donc elles étaient dans ce dilemme que j'ai résumé avec cette formule évidemment un peu légère, mais comment faire paniquer les gens sans les faire paniquer, tout en les faisant paniquer suffisamment, mais sans trop les faire paniquer non plus. Et ça, c'est une quadrature du cercle qui est à peu près impossible. Mais donc une fois qu'on a généré un état de panique, vous savez comme moi en philosophie et les neurosciences le confirment, que c'est très douloureux pour nous en tant qu'êtres humains, individuellement et collectivement, de changer une cognition erronée. Parce qu'on s'identifie avec nos pensées d'une manière telle que c'est presque une attaque physique qu'une de nos convictions sincères soit mise en question. Et surtout que c'était doublé par une responsabilité vis-à-vis d'autrui. Exactement. Et là, je dirais que nous, scientifiques, philosophes, penseurs, avons un avantage. C'est qu'on est a priori dans cette ouverture à remettre systématiquement en question nos pensées. Mais la politique, c'est l'inverse. C'est affirmer envers et contre tout qu'on a raison même quand on a tort. Et malheureusement, là, on a vu cette espèce d'embrayage s'actionner allant vers une stérilisation de la pensée, un déni de réalité. Et d'autant plus, alors ça c'est une grande question sanitaire, j'ai fait très vite des comparaisons pour par exemple soulever que la pollution atmosphérique fait 790 000 victimes par année en Suisse, en Europe, pardon, 8 000 en Suisse. Moi, ça fait des années que j'en parle en disant mais on ne peut pas juste se désintéresser de ça. Vous avez 8 000 personnes chaque année en Suisse qui meurent, les poumons démolis par les particules fines des véhicules polluants. C'est évidemment des gens qui sont souvent dans des conditions socio-économiques défavorables. Elles habitent le long des axes routiers. Qui à Genève habite le long de la route des Jeunes? Ou, vous voyez ce que je veux dire, les gens qui n'ont pas les moyens d'habiter ailleurs, ce n'est pas les gens de colonies qui sont touchés. Hein, et ce truc-là, on s'en désintéresse complètement. Donc déjà, il y a cet ordre de grandeur sanitaire. Et puis après, c'est là sans doute une des pointes pathétiques du Covid, c'est que ces facteurs de risque pour lesquels on ne fait rien sont ceux-là même qui font que des gens meurent d'un virus qui est anodin pour les autres. Et ça, on l'a bien vu avec les particules fines, on l'a bien vu avec le microbiote, avec le système immunitaire. Donc c'est des gens dont la santé est déjà déglinguée par l'absence de politique de santé et l'exposition massive de la population aux vrais facteurs de risque que sont la malbouffe, la pollution, le stress et la sédentarité. Donc là, il faut beaucoup courir, ou en tout cas s'agiter. Vous voyez ce que je veux dire, vraiment ce scandale sanitaire structurel de nos sociétés, et bien finalement, c'est retrouvé dans le Covid. C'est-à-dire que les seules victimes, en fait, étaient des gens qui avaient déjà ces atteintes-là pour lesquelles on ne se soucie pas de protéger la santé de la population. Donc là, je pense aussi qu'il y a une espèce de mensonge d'État, mais beaucoup plus longitudinal, beaucoup plus structurel, qui a été révélé, qui est que malgré une économie de la maladie qui nous rançonne tous à hauteur de 600 balles par mois au minimum, en fait, nous n'avons pas de politique de santé. Tout ce qu'on appelle notre politique de santé, c'est une manière de réparer les dégâts tant bien que mal une fois qu'ils se sont produits, mais pas de chercher à éviter toutes ces maladies dont on sait aujourd'hui que 80% seraient évitables si on arrêtait d'exposer la population à ce qui bousille la santé. Donc il y a là encore une responsabilité, irresponsabilité d'État
Le gouvernement, mais bien sûr aussi le Parlement suisse depuis des années fait tout ce qu'il faut pour aller à l'inverse de ce que j'indique, et tout ça est de surcroît révélé par l'épidémie de Covid. Espérons qu'il y ait des oreilles bien placées qui peuvent entendre ça et faire fonctionner leur cerveau pour que ça change. Donc vous continuez, comme le 18 mars, vous parliez d'une épidémie somme toute banale dans votre premier article, la Covid-19 fin de partie. Elle reste banale. Oui, plutôt pour dire les choses, elle aurait eu vocation à être banale et elle l'aurait été si on avait pris des mesures adéquates. On est en train de transformer ça en tragédie et la situation notamment dans les EHPAD en France, mais moi, me bouleverse comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Ouais, c'est monstrueux quoi. Mais ça, c'est le résultat non pas d'un virus qui en lui-même est relativement anodin, et vraiment, je le répète, si on avait fait ce qu'il fallait, il le serait resté. Mais de décisions politiques aberrantes et que nos gouvernants continuent de justifier envers et contre tout. Donc là, effectivement, tant que mon cœur battra et que ma respiration me donnera le souffle nécessaire, je me battrai pour faire apparaître la réalité de ce mensonge. Et ne pas me contenter de la désinformation et de la propagande qui actuellement tient lieu de politique publique dans nos pays. Avec notre soutien, évidemment. Dans votre interview du 13 avril pour l'Impertinent, nouveau média d'Amel Debay, vous dites « Les décisions de nos gouvernements n'ont probablement fait que retarder l'agonie ». La Suisse et la plupart des pays n'ont pas opté pour les bonnes mesures, c'est un fait. Ah oui, absolument. Alors, il n'y a plus aucun doute aujourd'hui, je dirais. Il n'y a qu'un déni massif de la part des autorités. Mais, je veux dire, de nouveau, comparer 4 morts par million d'habitants en Corée et 180 en Suisse et 400 en Espagne, c'est pas de la magie, on n'est pas dans Harry Potter. On est dans un monde qui peut être appréhendé par une démarche scientifique. Et moi, ce qui évidemment m'étonne un peu, c'est que les pouvoirs que vous mentionnez cherchent à me faire passer comme quelqu'un d'un peu rigolo sur le plan scientifique, alors qu'en ce qui concerne l'épistémologie, voilà, je monte sur le ring n'importe quand avec n'importe qui prennent des décisions sur la base de réflexions qui sont mauvaises, qui tiennent pas la route sur le plan scientifique. Et donc là, on a réellement un gros problème. Qui vont très loin parce que le débat est même pas possible. Oui, le débat est pas possible. Et puis alors, il y a cette question de fond que j'ai soulevé à la suite d'autres, c'est pas moi qui le dis, mais qu'on sait depuis 15 ans que l'essentiel de la production scientifique dans le domaine médical est falsifié. Alors ça va de falsification légère, j'ai envie de trouver un résultat, donc je m'arrange un peu avec la réalité parce que je suis convaincu que je suis dans le juste, jusqu'à des falsifications majeures, et notamment toutes les études financées par l'industrie pharmaceutique sont statistiquement encore pires que les autres. Enfin, imaginez, la réplicabilité dans le domaine de la littérature scientifique tourne entre 15 et 25%. Si j'ai une hypothèse de recherche, je construis une expérience pour voir si j'ai raison ou pas, si les faits le confirment et que je trouve des résultats. Le propre de la démarche scientifique, c'est qu'une autre équipe ailleurs, dans les mêmes conditions d'expérimentation, va trouver les mêmes résultats. On est d'accord ? Et ce qu'on observe, et de nouveau, c'est pas moi qui le dis, c'est les meilleurs spécialistes des données médicales, c'est que le taux de réplicabilité en médecine est de 15 à 25%. C'est-à-dire que dans 3/4 des cas, au minimum, vous trouvez d'autres résultats. Donc, vous voyez, imaginez que vous prenez l'avion avec une compagnie, vous dites que 3 fois sur 4, l'avion va se crasher. Vous n'allez pas pouvoir décoller. Est-ce que vous achèteriez un billet ? On est dans ce cas de figure par rapport à ce que j'appelle la pseudo-science. Alors les universités le savent, les centres d'éthique le savent, les revues médicales le savent. Même les revues médicales ont pris position par rapport à ça. Mais il y a 3 jours, un papier indéfendable sur l'hydroxychloroquine a été publié par le New England Journal of Medicine, qui est un des 3 ou 4 meilleurs journaux au monde. Je veux dire, excusez mon français, c'est une merde. C'est-à-dire qu'ils ont pris 2 groupes témoins, un en état très grave avec le Covid, un, ils les ont mis sous respirateur en service d'urgence, l'autre n'a reçu que de l'hydroxychloroquine qui sert à rien dans ces cas-là, et puis ils ont dit « Ah, il y a plus de mortalité dans le groupe qui reçoit l'hydroxychloroquine ». Donc on est dans de l'imposture intellectuelle et un truc mais juste indéfendable, et une des meilleures revues scientifiques médicales au monde le publie, sachant que les revues appartiennent à qui ? À l'industrie pharmaceutique. Ouais, ça se retourne toujours sur les mêmes questions. Hein. Qu'est-ce que notre conseiller fédéral, Alain Berset, et l'Office fédéral de la santé publique auraient dû faire ?
Alors, c'est très intéressant, et notamment la Neue Zürcher Zeitung. Je recommande à toutes les personnes intéressées à creuser un peu, d'aller lire les articles de la NZZ, parce qu'ils sont très intéressants, en montrant comment s'est passée l'amorce du processus de prise de décision et comment ça se passe depuis. Donc, quelques éléments. Je rappelle qu'on avait des plans pandémie extrêmement bien faits et qui, si on s'en était souvenu et qu'on les avait appliqués, auraient permis de limiter massivement les dégâts. Comme on les avait mis dans un tiroir, on avait oublié qu'ils existaient, on s'est adressé à un certain nombre de spécialistes, alors évidemment qui ont réagi de manière différente, certains partant en flèche dans des projections très très inquiétantes, d'autres pas. Et là, on voit apparaître un autre motif qui est cette cohorte de mathématiciens modélisateurs, qui sont en fait des geeks, pour parler français. Ils passent leur vie devant des ordinateurs à construire des mondes qui n'existent pas. Et c'est à eux qu'on a laissé la responsabilité de gouverner les réponses publiques. Alors, il y en a un fameux Ferguson à l'Imperial College à Londres, qui, début mars, a produit des formalisations, des projections qui étaient de nouveau complètement délirantes, et je l'ai dit tout de suite. En attendant, il a réussi à obtenir de Boris Johnson en Angleterre, et c'était probablement l'objectif de son article, un changement de cap. Macron a lu ça, il a été terrifié, il est entré dans les stratégies de confinement rigides et autoritaires de la France. Moi, j'ai dit tout de suite, ça tient pas la route. Qu'est-ce qu'il disait, 500 000 morts, quelque chose comme ça? 500 000 morts en Angleterre, enfin une fourchette allant de 20 000 à 500 000, puis c'était évident qu'on était à 20 000, qu'on n'était pas à 500 000. En Suisse, on avait une fourchette de 1000 à 100 000. Voilà, exactement. J'ai entendu jusqu'à 150 000. Enfin, ce qui, de nouveau, quand vous êtes face à un ordinateur en connaissant pas les virus et les malades et l'infectiologie, voilà, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux, vous voyez ce que vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi. Les choses se font toutes seules. Hein. Mais ça a été pour moi une grosse difficulté. C'est que finalement, de nouveau, je le dis, moi je me suis retrouvé à dire des choses qui se sont avérées vraies, dans un domaine qui n'est fondamentalement pas le mien. Bon. Je suis anthropologue médical, donc mon métier, c'est de comprendre la littérature médicale et notamment en quoi elle est pertinente ou pas pertinente. Donc, j'avais toutes les bases épistémologiques et professionnelles requises, mais c'est pas mon métier. Donc moi, insignifiant anthropologue dans mon coin, j'ai fait des analyses qui se sont avérées justes les unes après les autres. Après, pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé, pourquoi est-ce que les comités ou les conseils qui ont été mis sur pied n'ont pas pu avoir une sagacité dans l'intelligence collective infiniment supérieure à celle de moi, pauvre malheureux dans son coin. Et là, on voit que dans ce processus d'intelligence collective, c'est-à-dire réunir les meilleures compétences dans leur domaine, avec de la contradiction intelligente. Avec le débat. Avec le débat, le dialogue, hein, toute cette intelligence socratique, en définitive. Qui a fait la base de notre tradition, j'allais le dire. Ah oui, notre tradition, tant qu'elle était intelligente, parce que là, on s'en écarte à grands pas, on va vers des modèles chinois ou soviétiques. Vous voyez, je veux dire, là, il y a une interpellation vraiment fondamentale qu'il va falloir reprendre, mais aussi pour la suite, pour face aux prochaines pandémies ou ces questions sanitaires inabordées dont je parle, on puisse accéder à cette intelligence supérieure dont on a besoin. Dans ce cas-là, qu'est-ce que Berset aurait dû faire? Mais alors, les politiques, et moi j'ai interpellé le Conseil d'État à Genève de manière très directe, et ce qu'ils répondent, c'est oui, mais on n'est pas des médecins, donc on ne peut pas prendre des décisions. Et moi, je leur ai rappelé, Comte-Smonville l'a fait, d'autres l'ont fait, que c'est l'inverse. Que eux sont des politiques, c'est eux qui doivent prendre les décisions. Après qu'ils ne comprennent pas tout à la médecine, malheureusement, les politiques n'ont pas beaucoup de formation en général. Donc, ce n'est pas des spécialistes des transports, ce n'est pas des spécialistes de l'énergie, ce n'est pas des spécialistes... Puis on ne peut pas leur reprocher. Par contre, dès lors qu'ils sont dans la position dans laquelle ils ont le devoir de s'entourer d'intelligence, et notamment de processus d'intelligence qui offrent les meilleures garanties. Et donc, s'ils l'avaient fait, qu'est-ce qu'ils auraient fait comme choix? Alors déjà, par comparaison, il s'est trouvé l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont reposé sur l'opinion de quelques spécialistes et de fonctionnaires qui évidemment ne sont pas des foutes de guerre. Le médecin cantonal à Genève qui met en échec les directives proposées par le meilleur centre d'infectiologie en Europe, dont le directeur serait susceptible de recevoir le prix Nobel. Je veux dire, le médecin cantonal genevois, il est bien gentil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un joueur de 4e zone, et que les autorités prêtent oreille à des gens comme ça, plutôt qu'aux meilleurs spécialistes mondiaux, enfin, il faudra qu'on m'explique un jour.